Parce que la réalité, c'est que trop souvent, ces programmes sont conçus sans elles. Savez-vous par exemple qu'en Afrique subsaharienne, 70% des femmes en milieu rural reçoivent des formations qui ne sont pas du tout adaptées à leur réalité. Ou encore, selon l'OCDE, les femmes dans les pays en développement consacrent 4 heures supplémentaires aux tâches domestiques comparées aux hommes. C'est toutes ces réalités-là qui doivent être prises en compte pour pouvoir créer un programme réellement impactant qui va venir transformer réellement leur vie, qui va les décharger plutôt que de les surcharger. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment intégrer ces différents paramètres, étape par étape, de sorte à concevoir un programme réellement impactant qui va pouvoir transformer la vie de ces femmes et qui va pouvoir atteindre les objectifs que nous avons fixés. Préparez-vous donc à repenser vos méthodes. C'est maintenant que ça commence. Et la première étape est la plus cruciale. Avant de penser même au contenu, au formateur, au mode qu'on va utiliser pour délivrer ces formations, la première des choses, c'est de comprendre profondément les bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes qui vont recevoir ces formations. Il faut comprendre leur réalité, ce dont elles ont réellement besoin et comment est-ce que ce programme ou cette formation va pouvoir leur permettre d'améliorer ce qu'elles font déjà. Un programme pertinent commence donc par l'écoute du terrain. Avant toute chose, pour pouvoir comprendre ces femmes, il faut identifier donc leurs besoins spécifiques. Et pour pouvoir identifier leurs besoins spécifiques, il y a une série de questions qu'il va falloir se poser. Qui sont-elles? Est-ce que nous sommes en train de nous adresser à des femmes qui sont en zone rurale ou en zone urbaine? Est-ce qu'on est en train de parler à des PME déjà matures ou à des femmes génératrices de revenus? En fonction de leur réalité, leurs besoins et leurs attentes vont être totalement différentes. Quelles sont leurs priorités également? Qu'est-ce qu'elles souhaitent atteindre? Je prends l'exemple d'une femme qui a une boutique en ligne. Sa priorité à elle va être d'accroître ses ventes par des stratégies digitales beaucoup plus ciblées. Une PME qui a une activité d'agriculture, par exemple, va plutôt chercher à savoir comment améliorer la conservation de ses produits. Donc, les types de formations qui vont leur permettre de pouvoir améliorer considérablement leur réalité vont être différentes en fonction de leurs priorités. Ensuite, il faut savoir quelles sont les compétences actuelles qu'elles ont et quelles sont les compétences réelles qu'elles souhaitent acquérir. Bientôt, souvent, on s'imagine dans notre bureau une liste de compétences standards qui va pouvoir parler à tout le monde. Mais la réalité du terrain, c'est qu'en fonction de l'endroit où est-ce qu'elles vont se trouver et du degré de maturité de leurs activités, les compétences réelles en termes digital, les compétences en termes entrepreneuriales, etc. vont être aussi spécifiques à leurs besoins. Un exemple très concret, lors d'un programme que j'ai eu à gérer par le passé, avant même de lancer le programme, nous avons dû créer une enquête pour récolter les besoins spécifiques de nos différentes cibles afin de pouvoir savoir exactement ce dont elles avaient besoin et ensuite définir le programme pour répondre à leurs attentes. Par exemple, le résultat de cette enquête nous a révélé que les femmes qui étaient situées en zone périurbaine étaient plutôt à la recherche de compétences liées à la gestion financière, à l'utilisation du numérique, alors que les femmes en zone rurale étaient plutôt en recherche de compétences qui allaient leur permettre de pouvoir mieux utiliser leur smartphone et pouvoir mieux tirer parti des outils ou des fonctionnalités de leur téléphone en matière d'utilisation du digital. Toujours dans la recherche de la compréhension des besoins spécifiques de notre cible, il va falloir également identifier les obstacles potentiels auxquels elles pourraient être confrontées. Par exemple, lorsque nous prenons les femmes de manière générale, on se rend compte très rapidement qu'elles ont des responsabilités familiales. Elles doivent jongler entre leurs tâches domestiques, elles doivent pouvoir s'occuper des enfants, etc. Et rajouter à cela, participer à la formation que nous souhaitons mettre en place. Aussi,
Ces femmes, bien souvent, sont confrontées à des défis personnels tels que le manque de confiance en elles, ce qui les freine bien souvent à s'inscrire et à prendre part à des formations qui pourraient leur permettre d'avoir des compétences à la hauteur des activités qu'elles souhaitent lancer ou améliorer. Là encore, dans la compréhension de leurs obstacles potentiels, il faut pouvoir avoir une écoute attentive et recueillir les informations qui nous viennent des bénéficiaires. Pour ce faire, il est important de pouvoir organiser par exemple des focus group, des discussions à cœur ouvert au cours desquelles ces femmes vont parler, échanger et vous partager réellement les contraintes qu'elles peuvent avoir et qui pourraient nuire à la bonne exécution de votre programme. La deuxième étape, c'est de pouvoir définir des objectifs clairs et réalistes. Nous avons déjà parlé du concept d'objectifs SMART lors de nos précédentes vidéos dédiées à la gestion de projet. Si vous les avez manquées, je vous invite à remonter dans le fil d'actualité et à les regarder. Donc, pour les programmes dédiés aux femmes, encore une fois, nous allons devoir nous poser la question des objectifs SMART. Donc, c'est de savoir de manière très spécifique qu'est-ce qu'on souhaite faire. D'un point de vue des bénéficiaires, la question sera de se demander qu'est-ce que ces femmes souhaitent accomplir. Ensuite, on va se poser la question de comment est-ce qu'on va quantifier le succès pour elles. Encore une fois, le contexte va avoir une influence significative sur la mesure de ce succès. Le succès peut être, par exemple, dans certains programmes, quantifié à travers des indicateurs quantifiables. Donc ça va être par exemple 70% des femmes vont rapporter avoir gagné des compétences liées à l'utilisation de l'outil numérique. Ça peut être aussi des succès qualificatifs, c'est-à-dire que les femmes vont pouvoir rapporter avoir réussi à renforcer leur confiance en elles, ce genre de choses-là qui ne sont pas forcément toujours quantifiables. Mais il faut d'abord vraiment prendre le temps de s'asseoir et de comprendre ce que c'est que le succès quand il s'agit de gérer un programme lié aux femmes. Bien souvent, et là c'est vraiment ce que j'ai pu apprendre lors des programmes que j'ai eu à gérer, le troisième élément c'est de savoir si ces objectifs sont atteignables. De manière très concrète, par exemple, je lance un programme et je décide de toucher 100 000 femmes en 2 mois. Je crois que c'est un peu difficile d'atteindre cet objectif dans le délai qui m'est donné. Donc c'est aussi ça. Il faut pouvoir déjà, pour pouvoir savoir si c'est atteignable, regarder l'espace-temps qui vous est dédié et voir si les objectifs en termes de chiffres, en termes de résultats, vont pouvoir être en adéquation avec le temps que nous avons à notre disposition. Le quatrième élément, c'est de voir si les objectifs qui vont être liés à la gestion de ce programme féminin sont réalistes. Réalistes, là, dans ce cas de figure, il faut prendre en compte déjà les ressources qui sont à notre disposition et qui vont varier quand c'est un programme qui est dédié aux femmes et quand c'est un programme, je dirais, mixte. Si ces ressources intègrent les réalités globales de nos femmes. À titre d'exemple, je souhaite gérer un programme de formation d'une durée de 2 ans pour des bénéficiaires. Et ces femmes n'ont pas d'emploi fixe, elles n'ont pas de revenus pour pouvoir consacrer leur temps à l'apprentissage. Si je ne m'assure pas dans la prise en compte de leur réalité et dans l'évaluation de la partie réaliste de ces objectifs, je suis persuadée que ce programme ne va pas réussir. Donc, en termes d'objectifs réalistes, dans ce cas de figure, il va falloir intégrer leurs obstacles. Il va falloir trouver une solution pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour leur permettre de pouvoir se concentrer uniquement sur la formation et pour pouvoir donc m'assurer, moi, de pouvoir atteindre l'objectif qui m'a été fixé. Et temporel, le dernier élément d'un objectif SMART, donc, c'est de pouvoir m'assurer que le temps que j'ai à ma disposition pour atteindre mes objectifs est suffisant et va me permettre de pouvoir déployer mon programme et mes objectifs de manière adaptée au temps également qui est disponible
pour mes bénéficiaires. Lorsqu'il s'agit de définir des objectifs clairs et précis pour les programmes pour les femmes, il est encore plus essentiel de penser à l'impact à long terme. Le changement de mentalité, le changement des habitudes pour les femmes va être un peu plus lent que s'il s'agit d'un programme lambda. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué précédemment, les femmes ont des réalités plurielles. Et donc, pour pouvoir arriver à mettre en place les acquis qu'elles auront eus pendant le programme, ou même pouvoir avoir suffisamment de confiance en elles pour pouvoir les appliquer au quotidien, elles vont mettre un peu plus de temps. Donc, la mesure de cet impact, pour être sûr de pouvoir capter l'atteinte de nos objectifs, la mesure de l'impact doit être faite sur une période de temps beaucoup plus longue. Le troisième point, donc, est l'adaptation du contenu et des méthodologies aux réalités locales. Un contenu générique ne marchera jamais. Le programme doit être conçu donc pour répondre spécifiquement aux besoins de la cible que nous avons identifiée et des réalités et des besoins que nous savons qu'elle souhaite adresser. Donc, la première chose, c'est déjà de contextualiser les contenus de formation. Un contenu de formation, comme je le disais précédemment, pour des femmes qui vont être situées en zone rurale, ne sera jamais le même qu'un contenu de formation pour des femmes qui sont en zone urbaine ou périurbaine. À titre d'exemple, en zone rurale, on va privilégier des modules qui vont être liés à l'outil basique de l'utilisation de l'outil numérique. Par exemple, dans l'utilisation de coopératives ou bien dans la vente sur les marchés. La deuxième étape, lorsqu'il s'agit d'adapter le contenu et les méthodologies utilisées pour répondre aux besoins spécifiques lors de programmes féminins, est le fait de rendre les modules de formation très pratiques et très interactifs. Dans ce cas de figure, surtout pour les femmes, il va falloir vraiment miser sur des démonstrations, des ateliers collaboratifs, des études de cas sur des situations locales. Par exemple, pendant les formations que nous avons eu à dérouler par le passé, nous avons organisé des simulations, des jeux de rôle, ce genre d'activités qui vont permettre aux femmes de pouvoir se mettre en situation et de comprendre dans quel contexte elles vont devoir ou elles vont pouvoir utiliser les compétences que nous sommes en train de leur transférer. Le troisième élément qu'il est crucial d'intégrer lorsqu'on parle de programmes dédiés aux femmes, c'est les modules complémentaires. On va parler là de modules concernant le leadership. Pour qu'une femme puisse se sentir à l'aise et pouvoir développer ses compétences, il va falloir travailler sur son état d'esprit, son mindset, sur sa confiance en elle et sur le fait de pouvoir prendre des décisions audacieuses. C'est lorsqu'elle sera confortée dans cette position-là qu'elle va pouvoir se sentir suffisamment à l'aise dans l'application de ce qu'elle aura appris. La deuxième chose, c'est de pouvoir également intégrer des modules sur la gestion de sa vie quotidienne. Donc, pouvoir lui donner des outils en matière de gestion efficace de son temps, ou bien encore de savoir trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ou encore un sujet qui est bien souvent négligé mais qui est indispensable pour elles, c'est la santé mentale. Lorsqu'on est capable d'intégrer ce genre de modules qui touchent réellement à leur vie quotidienne, non seulement on suscite de l'intérêt pour elles lorsqu'elles regardent le programme de formation avoir et dont elles vont bénéficier, mais en plus on garantit sur du long terme l'utilisation de ces compétences-là, puisque on a déjà pris en compte dans la formation leur réalité et leur vie quotidienne. La quatrième étape clé lorsqu'il s'agit de concevoir un programme 100% féminin est la prise en compte des aspects logistiques qui jouent un rôle déterminant dans le succès du programme. Il va falloir choisir des lieux très accessibles. Il faut pouvoir enlever les barrières liées au transport pour ces femmes. La cinquième étape clé à prendre en compte lors de la création d'un programme 100% féminin pour garantir son succès est l'engagement des parties prenantes dès la conception du projet. J'insiste sur le
dès la conception du projet. La première des choses donc sera de sensibiliser les familles et les communautés auxquelles elles appartiennent. Les familles jouent un rôle clé dans la participation de ces femmes. Il va falloir donc penser à organiser des réunions pour expliquer les bénéfices aussi bien pour leurs femmes que et les retombées que la communauté ou la famille entière va pouvoir tirer de l'apprentissage de cette femme en question. À titre d'exemple, dans l'exécution d'un programme de formation que nous avons eu à effectuer ici, nous avons dû organiser une session de sensibilisation aux parents, puisque la cible dans ce cas de figure, c'était des jeunes femmes qui allaient participer à une formation complètement nouvelle sur le marché, différente du circuit classique qui leur est offert à travers les universités, à travers les écoles, etc. Les parents donc étaient dans un premier temps réticents d'envoyer leurs enfants dans une pédagogie nouvelle avec un manque de connaissance de la structure, des objectifs pédagogiques et surtout des retombées et débouchés auxquels ces femmes allaient pouvoir accéder à l'issue de la formation. Cette session de sensibilisation auprès de leur famille a vraiment permis de briser les barrières et les résistances naturelles qui s'étaient dressées. Et au contraire, ces familles sont devenues maintenant des soutiens pour ces bénéficiaires dans leur apprentissage et dans l'atteinte de leurs objectifs pendant le programme. La deuxième chose qu'il va falloir intégrer, c'est les partenaires, les institutions, les ONG, les entreprises qui interviennent dans l'écosystème. Pourquoi? Parce que après cette formation, il va falloir créer un cadre pour ces bénéficiaires pour qu'elles puissent continuer à utiliser leurs compétences et surtout avoir un impact durable. À titre d'exemple, si vous mettez en place un programme d'employabilité pour les femmes, il faudra penser à sécuriser des opportunités de stage pour elles, de sorte à faciliter leur intégration à l'issue de la formation. S'il s'agit d'un programme de renforcement des compétences entrepreneuriales pour des PME ou des activités génératrices de revenus, il va falloir s'associer à des microfinances, à des institutions financières, etc., de sorte à pouvoir garantir pour elles des accès à des financements qui vont leur permettre de booster leurs activités grâce aux compétences qu'elles auront acquises au cours de la formation. En résumé, il y a donc 5 points de vigilance à prendre en compte lors de la définition d'un programme féminin pour en garantir son succès. Le premier élément, c'est de comprendre les besoins spécifiques des participantes grâce à des enquêtes, des focus group, des formulaires qui vont nous permettre de recueillir non seulement leurs besoins, leurs attentes, mais aussi les potentiels obstacles auxquels elles devront faire face dans leur apprentissage. Le deuxième élément est de pouvoir bien définir les objectifs et surtout comment est-ce que nous mesurons le succès de ce programme. Là encore, il ne va pas falloir simplement se limiter aux mesures classiques en termes de pourcentage, par exemple, de personnes qui ont complété la formation ou en termes de pourcentage de personnes qui reportent avoir amélioré telle ou telle compétence. Il va falloir réfléchir à long terme et voir quel changement transformationnel sur la personne, cette personne a pu observer dans un horizon de temps de 6 mois, 1 an, etc. Le troisième point est d'adapter, contextualiser le contenu et la méthodologie pour les bénéficiaires. Il faut vous assurer absolument que ces femmes se reconnaissent dans la méthodologie, se reconnaissent dans les outils qui vont être mis à leur disposition et qu'elles puissent l'intégrer à leur quotidien. Pendant la formation, il faut vraiment beaucoup miser sur des cas pratiques pour qu'elles puissent adopter les réflexes nécessaires et pouvoir confortablement
utiliser ces nouvelles compétences et ces nouveaux acquis. Le quatrième élément est d'anticiper les aspects logistiques qui vont pouvoir peut-être endommager le succès du programme et de trouver des solutions dès la phase de conception pour ces problèmes-là. Donc, on va surtout parler d'aspects liés au manque à gagner de ces femmes-là et essentiellement liés aux finances. Prévoir des per diem qui vont leur permettre de venir et se concentrer uniquement sur l'apprentissage et sur les compétences qu'elles sont venues chercher. En dernier lieu, il va falloir préparer l'écosystème à accueillir ces nouvelles bénéficiaires et également leur préparer des opportunités pour faciliter l'intégration, l'utilisation et la pérennité des compétences, des apprentissages qu'elles ont eu à bénéficier au cours du programme. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis Sandra Takassi, experte en gestion de projet au service de l'autonomisation des femmes par les compétences entrepreneuriales et digitales. À très bientôt pour une prochaine vidéo.